Juste d'abord pour me présenter, donc, je suis professeur à Télécom Paris. Je m'occupe de génie logiciel et de sécurité logicielle. Dans mon autre vie, je fais pendant plus de 20 ans désormais de l'activisme pour les logiciels libres. Notamment, j'étais impliqué en Debian comme project leader, dans OSI, dans les conseils d'administration. Okay. Avec le conseil d'administration de OSI. Et plus récemment, j'ai cofondé, je suis le directeur technique de Software Heritage et je m'occupe aussi du projet répondu sur Builds. Je pense que vous avez cité pas mal aujourd'hui. Mais bon, on ne peut pas parler de tout, donc aujourd'hui, je vais vous parler juste de Software. Je commence par une notion qui commence à s'affirmer un peu et qui résonne dans pas mal de discussions que j'ai entendues ici aujourd'hui. Et je veux faire un parallèle entre les besoins que nous avons dans l'université, de gestion de logiciels, et les besoins que vous avez dans le monde industriel. Car GEPON, vraiment pas sensible. Car en fait, il y a une similarité des besoins, et je pense que les réponses que nous offrons pour Software Heritage sont intéressantes pour le donner. Donc, dans l'académie, dans la recherche, nous avons des problèmes de reproductibilité scientifique. Ça, ce n'est pas un problème nouveau. Et il y a de plus en plus des études qui utilisent du logiciel dans tous les domaines. Ce n'est pas que dans l'informatique que nous utilisons du logiciel pour faire de la recherche, c'est dans les domaines de la médecine et dans les sciences sociales, c'est partout. Okay. Et de plus en plus, on commence à avoir des rapports qui signalent comme la reproductibilité scientifique quand les logiciels sont utilisés ne se porte pas très bien. Okay. On perd des dépendances, on ne trouve pas les logiciels utilisés pour une expérience, il y a des choses qui n'ont été pas publiées, etc. etc. Donc, vous voyez un peu le. Et dans les mondes de l'industrie, je ne veux pas répéter toute la liste des attaques qui ont été évoquées aujourd'hui, mais vous savez qu'il y en a un peu un problème lié à ça, qui est comment on peut garantir la sécurité, l'intégrité, la traçabilité, donc savoir d'où viennent les logiciels que vous utilisez, dans tous les produits numériques qui se trouvent sur les marchés. Okay. Et on est dans une phase dans laquelle la sensibilité sur ces sujets commence à être entendue à niveau politique au sens des policies, et pas forcément politique au sens des gouvernements, mais les organisations de gestion de la connaissance et de besoins industriels commencent à se poser la question de comment on peut améliorer les choses. Donc là, je vais vous parler de quelques besoins que nous avons dans la science, et notamment dans la science ouverte. Et après, nous allons discuter de quel est le rapport entre ces besoins et les besoins que vous avez dans l'industrie. Le premier besoin que nous avons dans la recherche, c'est de pouvoir archiver tous les artefacts logiciels qui sont liés à la recherche. Okay. En gros, si j'ai produit un logiciel comme un effet des bords dans de la recherche, je vais pouvoir l'archiver quelque part. Si j'utilise du logiciel pour l'expérience, je vais devoir pouvoir archiver la version que j'utilise. Okay. Premier besoin, et ça c'est évidemment un building block fondamental pour pouvoir reproduire des expériences scientifiques qui utilisent le logiciel. Deuxième besoin que nous avons, c'est de référencer très précisément quelle version d'un logiciel a été utilisée. Ce n'est pas la même chose. Okay. Je peux archiver et pas référencer, ou vice-versa. Okay. Quand je veux référencer un artefact logiciel, il faut que le mécanisme de référenciation soit très précis. Car dire j'ai utilisé SciPy, ça ne veut pas dire grand-chose si vous avez 2 releases par semaine de SciPy. Quelle version vous avez utilisée? Et même quand vous avez utilisé une autre version, il faut spécifier quel build. Est-ce que vous avez compilé vous-même les bytecodes? Est-ce que vous avez utilisé un build pré-packagé de SciPy qui venait des PyPy, etc., etc. Donc un mécanisme de référençage très précis. Après, nous avons un besoin de décrire les logiciels. Notamment, si c'est du logiciel qui a été produit dans la science, il faut associer un paquet de métadonnées qui dit qui l'a écrit, qui l'a financé, de quoi il s'agit, quels sont les tags, dans quel langage de programmation a été implémenté, etc., etc. Et ça, c'est très important pour trouver du logiciel dont vous avez besoin. Okay. Donc, d'un côté, vous avez les métadonnées qu'il faut associer à tous les logiciels qui ont un impact pour la science. De l'autre côté, un mécanisme d'indexation qui vous permet de faire des recherches dessus. Et finalement, et ça c'est peut-être un peu plus spécifique au monde académique, nous avons besoin de pouvoir citer le logiciel. La citation au sens bibliographique du terme. Je vais pouvoir dire qui mérite les crédits d'avoir inventé un certain logiciel qui a un impact scientifique ou faire une certaine amélioration de ce logiciel. Alors, moi, l'argument pour vous aujourd'hui est que ces besoins-là, en fait, sont très similaires aux besoins que vous avez dans les mondes industriels. Okay. Et répondre à ces besoins-là va améliorer la sécurité de la supply chain logicielle. Je vais revenir dans les détails.
Donc là, je pense que vous avez discuté de tout ça aujourd'hui, donc je vais un peu vite. Hein. Donc, software is eating the world, c'était les constats il y a désormais une dizaine d'années. Okay. Après, on a commencé à voir open source is eating the software world, donc pour la propriété transitive, open source is eating the world. Et effectivement, on a de plus en plus d'analyses qui disent qu'en gros, dans la plupart des produits logiciels que vous trouvez sur le marché, il y a de logiciels libres. Ça ne veut pas dire, malheureusement, là c'est l'activiste qui parle, que les produits logiciels que les personnes utilisent sont entièrement libres. Ça ne veut pas dire que les utilisateurs bénéficient de liberté de logiciels libres, mais ça veut dire que dans n'importe quel produit logiciel ou même matériel numérique que vous utilisez, il y a quelque part un morceau de logiciel libre. Okay. Il y a même des statistiques plus poussées que ça. Donc, il y a des statistiques des entreprises qui font de merger and acquisition qui vont à dire que 95%, la presque totalité des code bases qu'ils analysent contient de logiciels. Et ça, vous savez si vous êtes large. Donc, en gros, l'effet qu'on a de code source libre un peu partout, c'est en partie l'origine du problème que nous sommes en train de discuter. Mais il faut être un peu précis sur ces points. Okay. En gros, comme vous avez du logiciel libre partout, il faut être capable de tracer, de savoir d'où il vient, les logiciels que vous livrez dans vos dispositifs. Par exemple, l'exemple classique, si vous livrez du logiciel qui contient du copyleft, vous devez fournir complete and corresponding source code à vos utilisateurs. Donc, il faut savoir si votre logiciel contient ou pas du code qui est du code copyleft. Okay. Les codes que vous utilisez, si on découvre qu'il y a eu un backdoor dans du logiciel que vous utilisez seulement dans votre infra, okay, qui n'a jamais été, en théorie, distribué dans vos produits, mais il a été utilisé dans votre CI/CD ou dans n'importe quel autre pipeline que vous utilisez, il faut savoir. Il faut savoir à quelle heure vous avez déployé une telle version d'un compilateur ou d'un build-in ou logiciel. Okay. Logiciel que vous achetez au sens commercial de mergers and acquisition. Okay. Vous achetez une boîte et votre boîte va acheter une autre boîte. Il faut savoir si les logiciels qui prétendent avoir produit eux-mêmes est vraiment produit par eux-mêmes ou c'est la plupart du code qui a été récupéré par d'autres vendors ou du code. Ou encore, si le logiciel que vous utilisez contient certaines bugs, ou certaines vulnérabilités, etc., etc. Donc ça, c'est des mesures que vous connaissez déjà. Okay. Et donc, la notion qui commence un peu à s'affirmer, je ne sais pas si vous l'avez vu sur cette étiquette ou pas, c'est KYSW, so Know Your Software. C'est un peu mutué du Know Your Customer, c'est un terme qui vient du monde de banque. Okay. En gros, avoir une idée complète de quel est tout le logiciel que vous utilisez par rapport à un produit que vous utilisez au dépôt. Donc, quelqu'un a déjà parlé des SBOM, des Software Bill of Material. L'idée d'avoir des SBOM complètes pour vos produits et vos services vient de cette notion. Alors, question, est-ce qu'on peut répondre aux besoins que nous avons à la fois dans les mondes académiques et dans les mondes industriels par rapport aux logiciels libres ou pas, et vous utilisez dans vos produits. Donc, et là, c'est là où on commence à étudier la open source software supply chain. Alors là aussi, je pense que vous avez déjà assez parlé, hein, donc je ne vais pas répéter la liste des attaques. Donc, juste pour mettre dans les contextes, pourquoi on parle de tout ça? Car en gros, on a découvert, enfin, les gens qui travaillaient dans les logiciels libres et l'open source, ils savaient déjà, hein, mais c'était la réalisation publique qui a pris un certain temps. On a découvert que, vu la complexité de supply chain que nous utilisons, vous pouvez avoir des infrastructures énormes, notamment GAFAM ou autres, qui dépendent d'un tout petit morceau de code qui, au final, n'était pas si bien maintenu que ça. Okay, c'était un gars qui travaillait dans son temps libre et les soirs, 10 minutes par jour dans la maintenance d'un produit, et au bout d'un moment, le logiciel a été impacté par une vulnérabilité. Alors, la réaction ne peut pas être de dire que le interne n'était pas bon, il aurait dû faire des meilleures études, il aurait dû venir en France étudier les grandes écoles. Ce n'est pas ça la réponse. Okay. La question est pourquoi les gens qui s'occupent des petites infra qui dépendent de ce truc-là n'ont pas contribué ou n'ont pas vu venir ces types de problèmes. Okay. Donc, ça, c'est la supply chain. Donc, là aussi, rien de nouveau. Je suppose que vous avez déjà parlé de ces détails aujourd'hui. Donc, je vais juste mettre l'accent sur un point qui me semble très important des policies. Les problèmes des software supply chain dont vous avez parlé toute la journée ne sont pas spécifiques au monde du logiciel libre. Okay. En général, ils sont des problèmes qui peuvent s'appliquer à n'importe quel supply chain logiciel complexe. Car il n'y a pas de raison pour laquelle un logiciel non libre ne pourrait pas contenir un backdoor ou vulnérabilité introduit exprès pour vous attaquer. La raison pour laquelle nous sommes en train de parler de tout ça dans les cadres de logiciels libres est juste que
les logiciels libres maintenant partout. Okay. Et le logiciel libre, c'est la chose qui vous permet d'aller plus rapidement à obtenir vos objectifs. Okay. Nous bénéficions tous de la quantité énorme des composants libres qui existent, que vous pouvez utiliser sans devoir payer des licences à l'avance. Les prix à payer est qu'il faut être un peu plus vigilant sur vos dépendances et sur votre stockage. Vous pouvez renoncer, hein, personne ne vous oblige à utiliser des composants libres. Si vous préférez réécrire à partir de zéro tous les composants qui vous intéressent, vous pouvez le faire. Je pense que ce n'est pas un bon cas. Donc, comment on doit faire pour améliorer l'état de la supply chain? Alors, il y a plusieurs actions à mener plus ou moins en parallèle. Donc, il y a des approches verticales, des verticaux. Okay. En gros, chaque composant doit être plus sécurisé. Okay. Aller en vertical, dire, on regarde les dépendances qui sont plus critiques, okay, et on vérifie si ces dépendances-là sont bien sécurisées. Je ne sais pas, la mode et la tendance qu'il y a en ce moment à réimplémenter les composants au niveau système critique poussé à Rust va un peu dans cette direction-là. Toute l'analyse statique, les phasing massifs va aussi dans cette direction. Et après, il y a des approches plus horizontales, okay, dans lesquelles on veut explorer la supply chain dans sa totalité, notamment pour les produits logiciels libres qu'on peut analyser plus facilement, et voir comment on peut améliorer l'état de choses. Okay. Donc, il y a des propriétés qu'on doit pouvoir garantir. Okay. Donc, je vais faire la relation entre les besoins dont je parlais tout à l'heure et quelques aspects techniques, quelques outils techniques nécessaires, un peu plus détaillés. Okay. Donc, en gros, si vous voulez pouvoir facilement trouver les composants dont vous avez besoin, on a besoin d'une base des métadonnées qualifiées, des bonnes qualités, pour pouvoir faire nos recherches. Okay. Et cette base peut contenir aussi des informations liées à la sécurité. Ça peut être avoir passé certains audits, ça peut être quelque chose lié à l'historique des vulnérabilités, etc. Availability, ça veut dire que les moments où vous lancez votre CI/CD, si vous dépendez du code externe, okay, bah, il faut que les codes soient disponibles. Alors, ce n'est pas à proprement parler en attaque, mais il y a eu des exemples dans lesquels le fait qu'un mainteneur a décidé de retirer un paquet d'un package repository qui existait sur Internet a commencé à créer une chaîne de fail dans les CI/CD dans tout le monde, jusqu'à cette personne a décidé de les retirer. Okay. C'est son droit, okay. Mais il faut avoir des plans B. Nous avons besoin de copies archivées de tous les codes sources dont vous dépendez. Alors, je vais parler dans d'autres contextes un peu plus de géopolitique, de tout ça. Donc, il y a des gens qui se posent la question, qu'est-ce qui se passe si un jour, on va se discuter un peu sérieusement à travers l'océan, si on perd aujourd'hui accès à GitHub, bah, il y a plein de CI/CD qui commencent à ne plus marcher en France. Okay. Donc, c'est un scénario un peu exagéré, mais la question de s'interroger sur à quel point nous dépendons du SLA de GitHub, c'est une question légitime, même d'un point de vue technologique. Okay. L'intégrité a besoin de vérification cryptographique. Donc, si vous voulez être sûr que les codes référencés dans votre recette des builds correspondent aux codes que vous avez audités il y a une semaine ou il y a un mois, il faut pouvoir vérifier les checksums de ces articles. Okay. Traçabilité, donc savoir d'où vient le logiciel, ça veut dire avoir une map, une sorte de map des étoiles, mais où viennent tous les morceaux de code qui vous intéressent. Okay. Et la reproducibilité, ça c'est un sujet à part entière, je ne vais pas trop parler aujourd'hui, mais là on a besoin de repenser un peu les approches de compilation et des livraisons pour rendre les tout un peu plus reproductibles et fiables. Okay. Donc en gros, notre résumé de tous ces besoins, c'est qu'il y a besoin d'une sorte d'initiative globale, okay, pour construire une infrastructure partagée qui trace tous les logiciels libres qui existent dans la nature. Et bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous avons travaillé sur ça. Et la raison pour laquelle nous avons fait ça, c'est que ce qui existe aujourd'hui n'est pas suffisant. J'ai souvent, quand je parle avec des gens qui ne sont pas forcément dans les domaines, ils disent ben, on a déjà tout ça, on a GitHub. Okay. Alors, il y a des jeunes et des moins jeunes dans la salle. Donc, moi, je suis suffisamment moins jeune pour me souvenir des forges qui existaient il y a 15 ans, il y a 20 ans, et qui n'existent plus aujourd'hui. Okay. Donc, faire confiance aux forges en pensant qu'ils sont des archives qui respectent les propriétés dont je parlais, ce n'est pas une bonne idée. Je vous donne quelques exemples. Donc, en 2015, okay, deux forges qui avaient été relativement populaires jusque-là, surtout Google Code, décident de fermer. Google Code et Gitorious, qui étaient
Notre génération, un peu les rêves d'avoir un remplacement de GitHub un peu complètement en logiciel libre, c'est de fermer leurs portes. Il y a à peu près 1 million de projets qui risquent de disparaître. Okay. Même plus récemment, on n'a pas eu des fermetures majeures, mais par exemple en 2019, nous avons eu Bitbucket qui a décidé d'arrêter les supports pour Mercurial. Okay. Donc, les projets Mercurial, au bout d'un moment, n'étaient plus accessibles en écriture. C'était encore accessible en lecture pour un certain moment, et après l'accès Mercurial, même en lecture, était complètement fermé. Okay. Plus récemment encore, c'était il y a un an, GitLab.com, donc l'instance principale de GitLab, annonce qu'ils ont décidé de supprimer tous les projets, donc tous les dépôts, qui étaient inactifs pour au moins un an. Après, il y a eu un certain pushback de par la communauté, donc ils ont changé d'avis. Mais au départ, il y avait bien eu une annonce qui disait si votre dépôt n'a pas été utilisé, par exemple, utilisé, ça veut dire sans des git push, hein, donc pas utilisé comme base de download, juste comme git push, nous allons les supprimer. Okay. Donc, ces risques-là persistants. Et ça arrive chez nous aussi. Okay. Bon, là, je regarde des gens dans la salle qui ont travaillé sur OPAM, qui est le package manager de la pipeline OCaml. Alors, il arrive que OPAM, le package manager de OCaml, dépend d'une librairie que j'ai écrite moi-même, qui s'appelle CUDF. C'est un format de description de mise à jour logicielle. Oui, mise à jour des composants, des paquets. Il était hébergé sur la forge d'Eoya, qui est un ancien GForge. Okay. Et le gestion qui, au bout d'un moment, il a décidé de supprimer la forge. Et donc, en fait, au bout d'un moment, toutes les CI et les compilations de OCaml ont commencé à ne plus fonctionner à cause de ça. Okay. Bref. Donc, tout ça sont les raisons pour lesquelles il y a désormais 2015, donc ça fait presque 8 ans, nous avons décidé de lancer cette initiative qui s'appelle Software Heritage, dont l'objectif est de récupérer, préserver dans les très longs termes et rendre disponible à toutes et à tous les codes sources qui est disponible sur Internet au plus général public. Okay. Un projet d'archivage numérique, évidemment, qui sert, en gros, doit répondre à trois use cases. Je ne vais pas vous parler de tous les use cases aujourd'hui. Donc, les premiers use cases, c'est d'être un catalogue des références de tous les codes sources qui existent dans la nature. Et quand je parle des codes sources, je l'entends dans un sens très large. Donc, fichier source, directory qui contient un projet complet à logiciel libre, commit, release, donc en gros, tous les artefacts que vous trouvez dans un version control system comme Git aujourd'hui peuvent être archivés et peuvent être reconstruits à partir de l'archive de software. Le deuxième use case, c'est l'archivage. Okay. On veut éviter que de la connaissance importante qui se trouve dans les codes sources et qui a été produite par des générations de développeurs se perd à cause de forges qui ferment ou à cause de même des attaques. Okay. Et troisième volet, c'est ton infrastructure de recherche. Si des chercheurs veulent faire des analyses, veulent faire même seulement un grep sur tous les codes sources qui n'ont jamais été publiés, nous, on souhaite pouvoir leur offrir la base de données, l'archive sur laquelle vous pouvez faire tourner vos analyses de code source. Donc, c'est spécifiquement pour la recherche pour le code source, mais c'est un intérêt beaucoup plus général. Donc, je ne vais pas détailler trop, donc je vous donne seulement les principes de base. Donc, l'idée est d'avoir créé l'infrastructure qui permet de répondre à ces use cases. C'est une infrastructure partagée, ouverte. Okay. C'est aujourd'hui la plus grande archive au monde des codes sources avec l'historique des développements associés. On a les chiffres, je pense qu'ils ne sont pas à jour, mais donc on a dépassé les 13 milliards des fichiers uniques archivés, les 3 milliards, je pense, désormais des commits archivés. Je parle bien des commits uniques. Hein. Donc, si les mêmes commits se trouvent dans 1000 dépôts Git différents, on les compte seulement une fois. Et on a dépassé les 220, 230 millions de projets, donc pour faire simple, disons, de repository archivés qui se trouvent. On crée tout ça avec des principes très clairs. Donc, toute l'infra, tous les codes qui servent pour gérer le projet, que nous développons nous-mêmes, c'est du code libre lui-même. Donc, il n'y a pas de code propriétaire qui est écrit pour soutenir, pour maintenir l'archive de software. Le tout est géré dans une optique non-profit. Donc, rien de mal à être une entreprise, mais pour garantir la mission long terme d'un projet comme ça, on pense qu'on doit être un peu détaché des besoins de faire des produits et de créer des profits. Donc, le tout est géré de façon complètement non-profit. Et on a quelques éléments de design importants pour vous, dont je vais vous parler dans un instant, comme le fait que tous les éléments qui se trouvent dans l'archive sont référencés par des identifiants intrinsèques.
Donc, c'est un projet qui a été cofondé, qui est accompagné, supporté par INRIA et l'UNESCO, mais est supporté par plein d'autres acteurs, à la fois publics et à la fois privés, en France, comme en Europe, comme aux États-Unis. Donc là, il y a la liste des logos que vous pouvez regarder même sur notre site. Si votre entreprise n'est pas encore là, ben, je pense qu'elle devrait l'être. Donc, vous pouvez nous contacter pour ajouter votre logo. Et qu'est-ce qu'il y a d'important là-dedans au niveau technique pour vous? Donc, à la base, Software Heritage est un grand corollaire. Okay, c'est un araignée. Ce n'est pas un araignée du web, donc on n'a pas de spider qui consulte tout le web, mais on a des araignées qui consultent les plateformes qui sont utilisées aujourd'hui pour développer ou distribuer du code source. Donc, GitHub, plusieurs instances GitLab, mais aussi les package managers comme PyPy, NPM, Crates, ou encore les distributions Linux, Debian, Fedora, etc. Donc, périodiquement, nous passons sur toutes ces sources des codes sources et d'historique de développement, et nous parlons de tout ce que nous trouvons, et nous mettons dans un data model qui est un data model basé sur un graphe, précisément sur un graphe de Merkle, qui est une structure cryptographique qui donne des garanties d'intégrité et aussi nativement déduplique. Donc, si les mêmes fichiers sont trouvés dans des millions de dépôts différents, on l'archive une seule fois. Si les mêmes commits, on les trouve dans des milliers de dépôts différents, on l'archive une seule fois. Okay? Ça a des avantages de réduction d'espace nécessaire pour le stockage, mais ça vous donne aussi la propriété de traçabilité dont j'ai parlé tout à l'heure. Dans ces graphes-là, si les mêmes fichiers se trouvent dans des millions de projets différents, j'ai l'information pour voir tous les endroits différents où ces fichiers se trouvent. Ça vous donne un peu le map of the star de tous les codes qui est publié ou qui a été publié dans les pistes. Okay. Si vous êtes un peu geek pour les chiffres, donc tout cela, c'est assez gros au niveau de graphe. Donc, c'est un graphe qui a à peu près 30 milliards de nœuds et 400 milliards d'arrêts. Okay. Et niveau stockage brut, c'est à peu près 1 pétaoctet des données. C'est gros, c'est pas énorme. Donc, si vous commencez à faire des vidéos des chatons en style YouTube, vous dépassez beaucoup plus rapidement que ça le pétaoctet. Mais quand même, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez facilement hoster, héberger sur votre laptop. Okay. Donc, les points qui vous intéressent le plus aujourd'hui, je pense, c'est que tous les nœuds de ces graphes-là, donc nos fichiers, nos commits, nos directories, nos releases, sont identifiés par des identifiants cryptographiques, qui sont aux représentations textuelles que vous voyez ici. Okay, donc, alors, vous avez un préfixe, un numéro de version, un type. Donc, CNT, ça veut dire content, donc c'est un contenu brut d'un fichier. Les autres possibilités sont dir pour des directories, rev pour des revisions, c'est-à-dire des commits, rev pour des releases, et snapshot pour capturer l'état complet d'un dépôt Git au moment de l'archivage. Et après, vous avez un checksum qui correspond à l'artefact sur lequel on a vérifié l'intégrité. Vous pouvez ajouter d'autres métadonnées optionnelles qui disent où vous avez trouvé cet artefact, mais la base est vraiment l'identifiant que vous avez là avant tous les métadonnées. C'est un standard qui est de plus en plus adopté dans l'industrie. Okay? Donc, vous trouvez par exemple un SPDX, un format que probablement vous avez déjà utilisé pour des SBOM, une sorte de Bill of Material. Vous pouvez référencer vos artefacts avec ces identifiants-là dans un document SPDX. Vous avez un URI qui est enregistré YANA pour pouvoir faire la résolution de ces identifiants. Il est utilisé dans Wikidata pour référencer l'état d'un dépôt associé à un projet qui a une page sur Wikipédia, en gros. Et nous avons lancé, il y a quelques mois, un processus de standardisation ISO de ces formats. Okay. Bientôt, il y aura probablement un standard ISO qui dit comment vous pouvez référencer des artefacts que vous trouvez dans la nature, des dépôts Git, dans l'utilisation de ces identifiants-là. Et si le projet que vous avez trouvé est archivé sur Software Heritage, ça veut dire que vous pouvez toujours les retrouver sur Software Heritage, okay, et vérifier que ce que nous avons archivé correspond bien à ce que vous avez utilisé. Okay. Ce n'est pas juste une copie auquel vous pouvez faire confiance, c'est une copie dont vous pouvez vérifier l'intégrité. Ok, donc là, je n'ai pas le temps de vous faire un tour complet de Software Heritage, donc je vous laisse jouer avec la plateforme. Donc à la base, c'est une plateforme dans laquelle vous pouvez chercher les projets archivés et obtenir des identifiants comme les identifiants que je vous ai montrés, mais aussi récupérer ce que vous êtes en train de voir. Donc, vous pouvez reconstruire un dépôt Git à partir de zéro s'il a disparu de sa location précédente, ou simplement télécharger un fichier. Okay, ça, c'est des choses que vous pouvez faire directement sur la chaîne. Donc, tout ça est important. Pourquoi? Donc, nous avons un graphe complet qui vous montre la traçabilité, qui vous donne la traçabilité du logiciel.
Si vous avez publié vous-même la première version d'un fichier dans un certain projet, vous pouvez voir l'impact de ces projets. Donc, vous pouvvais voir qui d'autre a utilisé votre fichier, votre commit, ou même votre projet à part entière. Okay? Vous pouvez faire des analyses de style. Vous avez peut-être utilisé les services de GitHub qui vous notifient si une dépendance que vous utilisez est affectée par un CVE. Nous n'offrons pas ces services-là, mais nous offrons les éléments des bases pour créer un service similaire qui est complètement ouvert, complètement open data, qui ne dépend pas des données qui sont disponibles seulement par nous vous offrons des propriétés d'intégrité. Aujourd'hui, si vous téléchargez un dépôt sur GitHub, et si vous repassez des mains, si l'historique de ces dépôts sur GitHub a été réécrite, vous n'avez aucune manière de récupérer la version précédente. Okay? Nous, oui, nous sommes en archive, donc si nous sommes passés au bon moment, car évidemment, il y a un problème de race condition, il faut passer au bon moment, et si nous sommes passés au bon moment, nous avons à la fois la version de dépôt d'hier et la version de dépôt d'aujourd'hui. Nous avons rencontré plein de cas intéressants dans lesquels les développeurs nous signalaient il y a un mainteneur du projet qui a récolté l'historique pour faire disparaître nos contributions et changer la licence du projet sans nous demander notre avis. Okay? Donc, vous voyez, ça c'est un use case qui n'est pas encore un use case, je veux dire, dangereux du point de vue sécurité. C'est juste non éthique et potentiellement illégal. Mais vous pouvez bien voir des use cases liés à la sécurité qui sont intéressants aussi. Pour nous, pour la partie sciences ouvertes, okay, tout ça, c'est un archive des références, en gros, pour archiver les codes sources liés aux expériences scientifiques. Et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est de là que je suis parti. Donc, évidemment, nous travaillons avec les journaux scientifiques pour permettre aux journaux d'archiver de façon stable les codes sources associés à des travaux de recherche. Et, bon, plus récemment, vous pouvez bien imaginer qu'à notre porte, il y a pas mal de gens qui sont venus frapper pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas faire training des modèles de prédiction des codes sur votre archive? Bon, évidemment, c'est un cas intéressant. Pas pour avoir yet another modèle de génération des codes, mais pour en faire un qui est complètement ouvert et complètement reproductible. Donc, si tous les inputs utilisés pour votre modèle de génération des codes sont référencés avec les identifiants que je vous ai montrés, okay, on peut dire exactement, et on peut reproduire exactement les trainings du modèle. C'est une propriété que, à ma connaissance, même avec les modèles dits ouverts aujourd'hui, n'est pas encore disponible sur le marché. Bref, je termine juste sur quelques use cases industriels. Okay. Donc, nous avons un programme de membership avec des sponsors industriels dans lesquels, par exemple, il y a Intel qui est intéressé à use case du style je veux garantir que les codes associés à mes produits qui sont sur les marchés ne disparaît pas à cause des raisons stupides, style on change les URL dans les sites intel.com, car on a fait de merge, de division en interne, etc. Donc, il y a un URL qui est devenu 404, sauf que c'était l'URL où se trouvaient les codes associés à un produit qui contient du GPL dedans. Et donc, tout d'un coup, je respecte plus la licence. Okay? Donc là, nous avons un use case avec eux pour dire qu'ils peuvent déposer du code dans Software Heritage directement. C'est du code ouvert, donc dès qu'il est déposé, il est disponible sur Software Heritage. Et dans les manuels, ils vont juste mettre les suites. Ou alors peut-être leur URL, car bon, si vous le distribuez d'abord via intel.com, pourquoi pas, mais un backup ensuite. Comme ça, si jamais l'URL devient 404, l'utilisateur peut quand même toujours retrouver les codes sources, les complete and corresponding source code, et donc la licence est toujours respectée. Nous avons deux use cases avec OIN, donc Open Invention Network, je ne sais pas si j'en ai un peu parlé, c'est un portfolio défensif contre les attaques liées au brevet logiciel. C'est quelque chose que c'est assez important aux États-Unis, à UK, mais même en Europe, ça commence à devenir un sujet assez chaud. Et donc, en gros, OIN maintient une liste des produits qui sont protégés par leur portfolio de brevets qui est utilisé pour défendre des projets logiciels libres qui devaient être attaqués en justice par des patent trolls. Okay? Sauf que jusqu'à il y a peu, leur liste des produits qui faisaient partie de la protection était juste un nom des paquets avec une version. Ce n'est pas très spécifique. Okay? Donc, ça peut être relativement clair pour les développeurs, mais en cas de procès en justice, il faut être un peu plus précis sur quelle version exacte était couverte par la protection juridique du patent troll. Donc, évidemment, ils sont en train de passer à l'utilisation de l'identifiant pour améliorer les choses. Et dernier point, je pourrais y revenir s'il y a des questions. Vous utilisez peut-être de scanner des codes. Okay? Donc, vous scannez pendant votre chaîne des CI/CD les codes avant de les compiler.
pour voir s'il y a des vulnérabilités connues d'un côté, mais aussi pour voir si c'est du code ouvert ou pas, quelle est la licence. Okay? Une chose très basilaire que tout le monde fait, c'est de dire, il y a du code qui est censé être du code privé, que nous avons développé nous-mêmes. Si on trouve que ces codes-là étaient déjà publiés sur GitHub, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est un développeur chez nous qui a récupéré du code et ne nous a pas dit de l'avoir fait, soit c'est un leak du code que nous avons publié par erreur. Donc, nous avons un prototype d'un scanner logiciel qui, en gros, interroge l'archive Software Heritage pour vous dire est-ce que ces codes-là est déjà connu d'un Software Heritage ou pas. Si c'est déjà connu d'un Software Heritage, ça veut dire qu'au moins il a été publié dans les passés. Peut-être que cela ne colle pas avec votre vision de votre chaîne de compétition. Et dernier point, donc, nous avons lancé, avec Olivier, qui va nous prendre la dernière demi-heure avant la bière, après mon exposé, un projet financé par les PTCC, les plans de transfert au campus cyber ici en France. Un gros projet sur 4 ans, et en gros, comment on peut utiliser l'archive de Software Heritage pour améliorer l'état de la sécurité de la supply chain open source. Donc, nous venons de le lancer, en fait, on n'a même pas fait les kick-offs, le projet est tout juste annoncé. Et en gros, nous avons étudié, c'est un projet de R&D, donc c'est censé avoir des retombées réelles sur vos activités. Nous avons travaillé en partie sur la chose que j'ai déjà évoquée, de produire une sorte d'archive open data des vulnérabilités associées à l'archive de Software Heritage, mais plus en général, de l'analyse des codes, des analyses des repos pour identifier des patterns un peu louches sur l'historique de développement des repos, etc., tous supportés par ce que nous avons dans ce. Bref, c'est tout. Je m'arrête là. Je ne sais pas s'il y a temps pour quelques questions, mais sinon, après, pendant la bière, je serai bien discuter. Merci pour votre attention. Alors, merci beaucoup, c'était passionnant. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a un risque que finalement, dans votre phase de crawling, vous vous infectiez vous-même? Et comment vous en prémunissez? Qu'est-ce que tu veux dire avec infecté là? Car oui, on peut archiver du malware. Tu peux archiver du malware, mais est-ce que tu peux être dans des infrastructures qui hébergent ces fichiers, peut-elle être infectée par les codes? Alors, nous n'exécutons pas les codes que nous archivons. Donc, a priori, nous allons les traiter comme du matériel radioactif. Donc, c'est des séquences d'actés qu'on met dans un object storage. Après, on l'affiche sur les web ou on peut les télécharger. Donc, il pourrait y avoir des choses comme ça. Mais bon, on suit les bonnes pratiques de sécurité. Mais je vais être encore ici sur la première partie. Donc, archiver du malware, en gros, ça fait partie de l'objectif. Car on peut imaginer avoir des chercheurs qui veulent étudier du malware qui a été publié dans les passés. Et même pour vous, ça peut être intéressant. Donc, voir où un malware connu a été utilisé par la suite, ça peut être très intéressant. Okay. Après, oui, il y a des risques. Et sinon, en fait, l'utilisation d'un graphe de Merkel fait que la chaîne cryptographique ne peut pas être corrompue a posteriori. Ça c'est vrai, mais ce n'est pas le même sujet. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est très vrai. Donc, on garde la chaîne d'où il est arrivé, etc. Ça, on peut le vérifier. Mais bon, a priori, les seuls risques, c'est un risque d'éval du code qu'on télécharge, et a priori, on ne fait pas ça. Oui. Est-ce qu'il est possible, par ces mécanismes-là, de détecter des malwares? Parce que le source, ici, il est archivé à plusieurs endroits. Si à un moment donné, on récupère la même chose et que d'un endroit et que ça diffère, c'est peut-être que quelqu'un a rajouté un malware dans le source. Parce que notre plateforme, elle est capable de détecter. Alors, on ne fait pas ça comme service. Par contre, il y a des techniques, des recherches qui font cela. C'est que nous pouvons apporter là-dedans ces deux choses. Premièrement, on fait en base des codes plus grandes que les chercheurs qui s'occupent de ces types de techniques d'analyse peuvent utiliser pour améliorer les techniques de détection du malware. Ça, on peut le faire. Okay. Par contre, les malwares sont souvent plus dans les binaires que dans les sources. Donc, ce n'est pas exact, il y a un peu un mismatch là-dedans. Deuxièmement, c'est qu'on peut faire, si on sait qu'une certaine version d'un fichier source est mauvaise pour quelques raisons, si on a des métadonnées qui tracent ça, on peut voir si une fois que les problèmes avec ces fichiers sont connus, d'autres projets commencent à l'intégrer. Donc, en gros, ils intègrent un projet, un artefact logiciel potentiellement dangereux, après qu'on sait déjà qu'il est dangereux. Donc là, on a les données pour offrir des services qui disent, on peut alerter les développeurs à propos de ça. Après, encore une fois, notre vocation là n'est pas d'offrir des services, c'est de construire les données et l'infrastructure pour permettre à d'autres gens de faire ça. Oui.
Justement, ce que tu viens de dire, ça rejoint la problématique que Christophe avait présentée avant, qui est que des industriels peuvent peut-être copier des fichiers et se retrouver avec des vulnérabilités qu'ils ne connaissent pas. Mais sauf que les CVE, en général, c'est associé à des paquets, c'est pas forcément associé à des fichiers individuels avec leur hash. Oui. Comment est-ce que ce serait possible de résoudre ce problème si la source qui décrit les CVE n'a pas l'information? Alors, un des briques technologiques des bases dans les projets PTCC que je viens d'évoquer, c'est justement de mapper les métadonnées et les informations sur les dépendances que vous avez dans les package managers vers des artefacts de software. Donc, en gros, dire, on a déjà des bases de données comme Libraries.io ou Ecosystems, des choses comme ça, qui ont toutes des graphes de dépendance à niveau de écosystème, crates, PyPy, NPM, etc., nom des paquets et versions. Et là, en gros, il est utilisé comme un identifiant non intrinsèque sur lesquels on vérifie, sur lesquels on a une sorte de base de connaissances. Donc, on dit que cette version-là est vulnérable. L'idée, c'est de faire un mapping entre ces métadonnées-là et ce qui est vraiment archivé dans Software Heritage. Pour faire ensuite le mapping inverse. Donc, dire, toi, tu as intégré un fichier. Via Software Heritage, j'arrive à découvrir que ce fichier-là faisait partie d'un paquet qui est connu pour être vulnérable. Je peux te donner un warning à cause de ça. Après, il y a un problème de false positive, false negative, là, évidemment. Hein, là, ça, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre. Mais on donne des briques pour améliorer les choses. La dernière question après les jeux. Oui. Tout à l'heure, quand tu as parlé du cas du développeur qui réécrit l'historique Git, comment Software Heritage gère ça? Alors, là, je ne vais pas plus rentrer dans le détail, mais en gros, la deuxième fois qu'on passe sur un dépôt, on cherche. Git aussi a un modèle de données basé sur les graphes. Okay? Donc, en gros, on regarde tous les nouveaux nœuds qu'on n'avait pas avant et on les archive, mais on ne retire pas les nœuds qu'on avait archivés dans le passé. Et les nœuds de type snapshot que j'ai cités tout à l'heure, en gros, pour la visite précédente, pointer à l'état de dépôt d'il y a une semaine, pour la visite suivante, pointe à l'état de dépôt d'aujourd'hui. Normalement, en suivant la ligne du temps, tout en seulement sur des graphes qui augmentent de taille. Mais dans les cas de réécriture, ce n'est pas forcément possible. Et une dernière question. C'est pas obligatoire. Comment est-ce que vous faites pour choisir les formes logicielles que vous archivez? Parce qu'il y en a oui, bien sûr. Comme ça, voilà, mais il y en a des plus locales, par exemple, je pense aux classes de Princeps qui sont peut-être moins évidentes au premier abord. Donc comment est-ce que vous faites? Tout à fait. Donc, au départ, c'était un peu basé sur la connaissance de gens qui participent au projet. Et après, là, on a mis en place récemment un système on appelle Save Forge Now. Donc, les gens peuvent nous suggérer une forge à archiver. Okay? Et ça, c'est une partie de la réponse. Après, il y a un problème technologique, car les forges et les version control systems en général peuvent avoir des interfaces différentes. Donc, là, on développe au fur et à mesure les adapters qui sont nécessaires pour archiver une forge ou un version control system. Là, le fait que la technologie est plus ou moins uniforme, ça nous aide. Donc aujourd'hui, c'est soit vous êtes sur GitHub, soit vous avez déployé vous-même un GitLab, soit il y a 3-4 autres qu'on supporte déjà. Donc en gros, aujourd'hui, n'importe qui peut aller sur le site dire il y a un GitLab là que vous n'avez pas encore archivé, archivez-le. Derrière, il y a quand même un processus pas évident, car on ne peut pas balancer 50 crawlers sur une forge gérée par une petite communauté. Donc, il y a ainsi un processus humain géré par Benoît qui est dans la salle d'ailleurs, qui fait en sorte qu'on contacte les gens, on vérifie qui sont disponibles, etc. On essaie d'être des bons citoyens, même sur